Bonjour, À tout lire est de retour chez vous et c'est aujourd'hui un livre très intéressant dont nous allons parler, Petite histoire du cinéma en Polynésie française, et pour cela j'ai l'immense plaisir d'accueillir monsieur Marc Louvat, l'auteur de ce bouquin qui va parler de cinéma. Bonjour Marc. Bonjour Léo. Alors Marc, on peut parler de cinéma à partir de quand en Polynésie? Parce que si on recherche un petit peu les antériorités, c'est à partir de quand le cinéma? Alors le cinéma, on peut dire qu'on commence à tourner en Polynésie à partir des années 1910. Il y a plusieurs productions qui viennent ici, la plupart du temps c'est les Américains. Il y a une production Gaumont aussi qui vient. C'est des tout petits métrages, hein, c'est un bobino, ça dure 2 minutes, 3 minutes, puisqu'à l'époque les films ont cette durée-là. Je sais qu'il y en a un sur par exemple la pêche, des nacres, voilà, ce genre de choses. Ensuite, il y a des projets un peu plus ambitieux dans les années 1912-1913, notamment avec Gaston Méliès, qui vient ici, qui tourne 5-6 films, qui sont des films qui durent à peu près une dizaine de minutes. Et ces films-là, aujourd'hui, il n'en reste plus que 2. Les autres ont disparu, mais on a les résumés et surtout on a le commentaire de quelqu'un qui les accompagnait, un journaliste américain qui a écrit sur toute cette aventure. Il y a tout un travail de recherche, je suppose, parce qu'on se rappelle en Polynésie de l'ICA, hein, et puis tu veux un petit mot là-dessus, qui a permis de retrouver tous ces documents, tous ces films, et surtout de les conserver et éventuellement de les dupliquer avec tout ce que ça comporte de problématiques peut-être aussi juridiques, de droit et de choses comme ça. Un petit mot là-dessus, parce que c'est intéressant. Alors en fait, l'ICA, pendant 8 ans, s'est occupé de la valorisation des archives audiovisuelles. Le but, c'était de voir un peu ce qui avait été tourné dans le pays et de conserver, d'essayer de retrouver les sources. Alors, il est bien évident que tous ces films très anciens, etc., nous, on ne les a pas hein, à Tahiti. Nous, on a commencé la collecte avec des films après-guerre, quoi. Voilà, on va dire après-guerre. On s'est surtout concentré aussi sur les films amateurs, un peu comme la Cinémathèque de Bretagne l'a fait en métropole. Quel plaisir que tu parles de Bretagne. N'est-ce pas? Les Bretons étaient les précurseurs là-dessus. Et ensuite, bien sûr, on a fait des recherches aussi pour tout ce qui avait été tourné à cette époque-là. Donc on a retrouvé plein de films, des films américains, des films européens, qui ont été tournés, qui sont maintenant dans des cinémathèques, qui sont dans des musées parfois. Des fois, on tombait un peu par hasard sur des films. Je me souviens par exemple que le musée avait voulu faire une exposition sur Roger Paris, qui est un photographe, et qui est venu en Polynésie en 1933. Et donc, on cherchait les photos. Enfin, c'était Véronique Mou à l'époque qui préparait l'exposition, on recherche les photos. Et puis quand elle va au musée de l'architecture, ils lui disent « Mais vous savez, on a des bobinos dans un coin, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. » Et on s'est aperçu qu'en plus d'avoir photographié la Polynésie, Roger Paris l'avait aussi filmé. Et donc, on a récupéré 11 bobines de 16 mm qu'on a pu faire développer. L'ICA avait pris en charge le télécinéma. Et donc, on a récupéré ces images qui sont extraordinaires. Alors, c'est pas forcément toujours des films qui sont montés, qui racontent une histoire. Des fois, c'est simplement, là, c'était des rushs. Ce qu'on appelle un rush, c'est une image qu'on a tournée, mais sans la monter, sans lui donner un sens. Mais simplement, on avait des images de Tahiti sur cette période-là. Est-ce qu'on écrit un livre comme ça par la passion du cinéma, ou est-ce qu'on écrit parce que l'écriture, c'est quelque chose en toi? Il n'y aura pas que le cinéma, il n'y aura pas que des livres écrits par Marc Louvat sur le cinéma, mais il y aura d'autres sujets sur lesquels tes passions, tes envies t'ont amené. Là, en l'occurrence, l'idée, elle est venue au moment où on a arrêté avec l'ICA de faire de l'archivage et de la valorisation des archives. Je me suis dit, on a travaillé pendant 8 ans, on a accumulé une certaine matière, ça m'a donné l'envie de chercher d'autres choses aussi, et donc je suis parti à ce moment-là sur un projet d'écriture. En commençant ce projet d'écriture, là tu t'aperçois que, en fait, nous on était surtout focalisés par ce qu'on trouvait localement, et que ce n'était pas forcément le plus intéressant à raconter. Donc à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup à partir de documents qu'on trouve notamment sur Internet, puisqu'aujourd'hui, c'est le gros avantage qu'on a, c'est que même à Tahiti, on a accès à des milliers de documents à travers les librairies en ligne, à travers les centres de documentation. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai pu reconstruire ce récit et raconter cette histoire. Alors la question, c'est est-ce que Marc Louvat tout seul travaille sur ce type de projet, où il y a autour de toi véritablement une équipe et des gens qui dans l'ombre t'aident? C'est du réseau, c'est du relationnel, parce qu'il faut un maximum de données, de recherche sur des tas d'événements liés au cinéma. En fait, pendant 8 ans à l'ICA,
on a beaucoup travaillé dessus. Donc cette période-là, j'ai rencontré plein de gens, j'ai eu plein de pistes. Et en fait, ensuite, j'ai travaillé tout seul, puisque cette aventure s'arrêtait. J'ai travaillé tout seul, mais en conservant mes contacts. Par exemple, les contacts que je peux avoir à Human Film Studies Archive aux États-Unis, ou d'autres endroits, ou chez Gaumont, ou au CNC. Et tous ces gens-là, tu peux toujours les contacter, ils peuvent te donner des informations, te dire un peu où on en est sur les sauvegardes de films qui ont un peu disparu, etc. Est-ce qu'on peut parler aussi, avec le cinéma, d'une notion économique? Parce que finalement, on parle du tourisme, on parle de la perle, de plein de choses en Polynésie. Cette économie liée au cinéma, elle est importante. On a des traces de ça. On sait qu'elle est une vraie valeur ajoutée pour la Polynésie? Alors, c'est vrai que les longs métrages de cinéma, ça a rapporté pas mal d'argent à Tahiti. On parle toujours du tournage des Révoltés de la Bounty, la version de 60 avec Brando. Combien de tournages d'ailleurs, juste sur cette parce que alors, j'ai pas les chiffres, hein. J'ai pas les chiffres, mais ah oui, alors sur les Révoltés de la Bounty, au total, il y a eu 5 films. Le premier, c'était dans les années 15, c'était en Nouvelle-Zélande. Ensuite, il y a eu In the Wake of the Bounty, un film de Charles Chauvel en 1932, je crois. Ensuite, il y a eu le film avec Clark Gable. En 1935, il n'y a qu'une partie qui a été tournée à Tahiti. Quand les rushs sont repartis aux États-Unis pour le montage, il y a une partie qui a été abîmée, il y a eu des problèmes, ce qui font qu'ils ont pratiquement tout retourné. C'est pour ça que je te parlais de notion économique. Ouais. Finalement, est-ce que c'est rentable pour des productions de venir jusqu'en Polynésie? Et puis, est-ce que finalement, quand elles viennent, est-ce que les moyens engagés sont assez importants et permettent à la population polynésienne, aux gens, de vivre un petit peu sur cette économie? Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'est en fait le film de Brando. Tout le monde en parle parce que c'est à l'arrivée, il est au début de l'arrivée du CEP et donc du Tahiti qui va se moderniser d'un seul coup. Et c'est vrai que ce film-là, les producteurs avaient fait une bêtise, c'est-à-dire qu'ils avaient donné le final cut, je dirais, à Brando. Et Brando, il était insupportable pendant le tournage, ce qui fait que le tournage, au lieu de tourner peut-être 2 ou 3 mois, il a duré plus d'1 an, avec des allers-retours des équipes qui retournaient. Enfin bon, c'était infernal, quoi. Donc effectivement, pour la Polynésie, ça a été une manne d'argent, avec à l'époque des revenus qui étaient bas. Donc les gens ont vraiment eu l'impression que ça apportait beaucoup d'argent. Ensuite, il y a eu d'autres tournages, comme par exemple Hurricane ou la version de la Bounty de 83-84 de Dino De Laurentiis. C'est pareil, il a dépensé beaucoup d'argent, il a construit un hôtel pour reloger les équipes qui ensuite devaient continuer à faire de l'hôtellerie, etc. Il a fait faillite à la sortie, mais voilà, il y a eu beaucoup d'argent dépensé sur le pays. Oui, donc en Polynésie, en règle générale, quand les équipes de tournage viennent, les productions se font, c'est quand même une manne d'argent assez importante. C'est une manne d'argent importante. Aujourd'hui, il y a moins de projets de ce type. Hein. On n'est plus dans le grand Hollywood. Aujourd'hui, on est beaucoup plus raisonné. En plus, maintenant, avec toutes les plateformes de streaming, etc., les productions type Netflix ou Amazon, etc., ont des budgets plus restreints. Donc, d'un seul coup, on dépense moins. Mais il y a toujours des longs métrages qui viennent ici et ça permet de faire travailler quand même pas mal de techniciens localement et quelques acteurs de figuration. Ça me donne envie de te poser cette question. Finalement, dans ton livre, tu parles de combien de films qui ont pu être réalisés? Est-ce qu'on en parle? Combien de films, en gros, réalisés en Polynésie? Alors, dans le bouquin, je parle de tout, en fait. Je parle des films de long métrage, qui est donc le haut de l'iceberg, on va dire. C'est-à-dire que c'est ce que tout le monde voit, tout le monde connaît, où il y a beaucoup de documentation. On va sur Internet, on tape Tahiti film ou Movie 1960. Vous allez avoir plein de trucs. Mais dans le bouquin, je parle aussi des trouvailles qu'on a faites ici. C'est-à-dire des producteurs qui ont essayé de faire de l'audiovisuel aussi à Tahiti. Par exemple, un mec comme Gaston Gilbert qui a créé Tahiti Film. C'était un tout petit label, lui il faisait de la musique, il faisait plutôt des films pour illustrer ses musiques. Mais il a initié un certain nombre de tournages, il a beaucoup travaillé avec Matai qui était l'acteur principal de Tabou. Et puis finalement, il a engendré des passions et des velléités d'autres personnes. Et puis vous avez par exemple aussi toutes les années 80 avec Henri Hirault qui, alors que c'est la mode du cinéma régionaliste, va l'adapter à Tahiti, va travailler avec des réalisateurs comme Ségara, comme Jean Lotte, etc. et qui va créer le cinéma tahitien, qui depuis malheureusement a un peu disparu. Mais vous avez quand même des films qui sont très intéressants, comme Tarava, comme Ali Paya Vaine, qui sont des films qui sont vraiment des films tahitiens. Là, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quelles seraient les solutions qui permettraient que ce cinéma tahitien, parce qu'on parle du cinéma européen, on parle du cinéma américain, ou même du cinéma Bollywood en Inde et dans d'autres pays, qu'est-ce qui pourrait faire que le cinéma tahitien se fasse une petite place ou qu'il se passe quelque chose en Polynésie avec le cinéma? Alors le cinéma c'est très particulier parce qu'en fait on travaille avec des auteurs et c'est souvent eux les fers de lance. S'il y a eu
un gros boom du cinéma en Nouvelle-Zélande, qui est un énorme pays avec plein de décors différents, etc., c'est parce que vous aviez des réalisateurs comme Peter Jackson qui ont fait un film qui a marché, ils se sont entêtés à faire d'autres films, jusqu'au Seigneur des Anneaux, ça a développé, etc. Ce qu'il faudrait, c'est les réalisateurs polynésiens. Il y en a 2, 3 qui sont des petites pépites qu'il faut voir grandir, on verra ce que ça donne. Alors, on peut donner des noms parce que c'est le moment, c'est important. Là, vous avez un film qui sort en ce moment, par exemple, qui s'appelle Sable Noir, c'était le titre originel, maintenant je crois que c'est Oiseau de paradis, fait par Manaté. Voilà, c'est un film qui commence à faire parler de lui. Là, bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué pour eux, donc le film est distribué en VOD. Mais voilà, c'est un jeune réalisateur local qui a des velléités. Tahiti, c'est quand même 250 000 habitants. On n'a pas tous les décors. On est loin de tout. Ça, il faut quand même être raisonnable là-dessus à un moment. Alors, j'ai en mémoire Atlantis, Itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo. Ce cinéma en Polynésie, ça ne doit pas être simple à tourner, donc... Alors ça, c'est les films où il y a très peu de séquences qui sont tournées à Tahiti. Mais il y a des films entiers qui ont été tournés ici. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je me souviens de Conrad Hall, le fils de James Norman Hall, qui a écrit Les Révoltés de la Bounty, Hurricane, etc. Et on avait tourné avec lui quelque chose pour Tahiti à l'époque. Et il nous racontait qu'en fait, ici, c'était assez compliqué. Parce que le soleil change tout le temps, vous avez un nuage, la couleur change, il y a une pluie qui passe, etc. Donc c'est très compliqué. Et la plupart des réalisateurs vous disent que c'est pas facile de tourner ici. Je me souviens de Claude Pinoteau, qu'on avait fait venir pour le FIFO, qui nous avait dit, quand moi j'ai tourné L'Ambitieuse, par exemple, c'était un film qui était tourné en anglais et en français, puisque c'était une coproduction franco-anglaise. Et il disait, c'est compliqué, parce que Allégret tournait sa séquence, ensuite il y avait Lee Robinson qui tournait la sienne, et puis il fallait qu'il y ait la même lumière, il fallait qu'il y ait les mêmes acteurs, qu'ils aient les mêmes choses pour les raccords, etc. Donc c'était très compliqué, et c'est vrai que ça peut être un frein, des fois, pour les directeurs de la photo. Sachant que Conrad Hall, il a eu quand même 3 Oscars, donc il savait de quoi il parlait. Pas un mauvais. Pas un mauvais. Est né à Tahiti. Est né à Tahiti, Donc on avait un directeur de la photo tahitien qui a eu 3 Oscars pour American Beauty, Butch Cassidy and the Kid, et le dernier c'était Road to Perdition. C'est le moment pour nos lecteurs de se plonger dans ton univers et dans tes mots. Ce petit extrait de ce livre, Marc, avec grand plaisir, nous t'écoutons. Alors en fait, c'est juste un petit extrait sur les salles de cinéma qu'il y avait à Tahiti. À la fin de la Première Guerre mondiale, le casino de Tahiti dans la rue de Rivoli et le Tamari Tahiti dans la rue du Marché appartiennent à Marcelin Sage. Au début des années 1920, Anthony Bambridge devient gérant puis locataire du cinéma moderne. Il y a 3 projections par semaine. Quand il décide d'ajouter une séance le dimanche, il se heurte violemment aux églises. La gestion de l'entreprise est ardue et Bambridge s'endette. Lorsqu'en 1927, Van Dyke vient tourner Ombre Blanche, c'est-à-dire White Shadows in the South Seas, il accepte de devenir son assistant pour un salaire de 5 000 francs par semaine. Il pourra ainsi payer ses dettes. En quittant la Polynésie, l'équipe de tournage américaine lui offre du matériel de tournage qu'il conserve. Désormais, il est connu des sociétés de production hollywoodiennes et il participe au film Tabou, Taro le Païen et Les Révoltés de la Bounty, celui de 1935. Si vous êtes passionné de cinéma comme Marc, et puis si vous êtes tout simplement passionné de lecture, eh bien je vous invite à acheter ce livre dont on va nous rappeler le titre, Marc. Alors c'est Petite histoire du cinéma en Polynésie française, et avec un sous-titre qui s'appelle Cinématamois. On le trouve sur toutes les plateformes de vente en ligne et dans les librairies locales, malheureusement, il y en a de moins en moins. C'est vrai, et c'était important de le dire aussi. Alors, nous, on se retrouve et on continue avec À tout lire dans notre prochaine émission avec un prochain invité.